Oui, mais là, en même temps, les données historiques ne peuvent pas vous échapper. Enfin, c'est assez curieux que soit moi qui vous donne un cours de féminisme, le deuxième sexe, mais surtout 1944. C'est en 1944 que les femmes en France ont eu le droit de vote. Donc, elles sortent malgré tout d'une position subordonnée qui a pu se perpétuer. Au sein du monde politique, la politique était une affaire d'hommes, au sens masculin du terme. Donc, on essaye d'y remédier. Peut-être que la parité n'est pas une bonne mesure, elle est trop brutale, elle est trop directive, elle substitue un concept de représentativité à un autre, d'accord, mais on ne pouvait peut-être pas non plus laisser les choses en l'état, et tout le monde se souvient, par exemple, de la manière assez inélégante dont Michel Barzac a été chassé de la politique. On peut se penser que si elle avait été un homme, les choses auraient pu se passer autrement. Donc il y a des mœurs aussi qu'il faut pouvoir réformer, et quelquefois par la loi, non, Anne-Marie Le Poirier? Non, parce que là, ce n'est pas une question de mœurs. Il est évident que le suffrage est une chose, la représentation de la nation en est une autre. La représentation de la nation, c'est une fonction, et une fois de plus, donc moi, la couleur de peau ou la taille ou le sexe de mes députés m'est complètement égale, et je ne vois pas ce que ça apporte de plus d'avoir 20, 30, 40 ou 50%. Et d'ailleurs, quel est le bon degré? Il faut déjà avoir un standard paritaire 50% dans la tête pour pouvoir juger si 11 ou 10 c'est assez ou pas assez. Hein. Donc là, moi, je suis de ce point de vue-là tout à fait aveugle au sexe, si l'on peut dire, en tout cas aveugle au sexe des représentants. Donc, et alors, quant au système paritaire coercitif, je constate que ça ne suffit pas non plus. D'ailleurs, on arrive bien quand même toujours à des mesures liberticides. Hein, il s'agit bien de contraindre, donc à chaque fois, égalité contre liberté, et je comprends que certains partis politiques, s'ils ne trouvent pas de femmes qui leur conviennent, finalement se disent qu'il vaut mieux payer une indemnité que d'assurer cette représentation. Donc pour moi, de ce point de vue-là, j'avoue que la représentation des femmes, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Voilà. Bon, moi c'est quelque chose qui évidemment me dérange, et j'ai effectivement besoin que mon Assemblée nationale soit un petit peu plus conforme à ce qui existe dans la société. Alors c'est la raison pour laquelle je crois que la parité était tout de même une avancée qu'il faut saluer. C'est-à-dire que la sous-représentation des femmes dans les assemblées politiques était telle qu'on ne pouvait évidemment pas rester les bras croisés, et que les représentations étaient tellement les représentations indiquant que la femme ne pouvait pas faire politique, ou qu'elle n'était pas concernée, ou qu'elle n'en avait pas envie, étaient tellement ancrées dans les mœurs que, eh bien, finalement, on n'a pas trouvé d'autre moyen que cette mesure brutale, je le concède. Alors, c'est vrai que moi je raisonne en prof de droit public, c'est-à-dire toujours en termes d'intérêt général. Donc l'intérêt catégoriel, l'intérêt privé, c'est quelque chose que je fais toujours passer derrière quel est l'intérêt général, quelle est la fonction d'une assemblée. Et je crois que c'est un élément aussi qui est important, hein, et du point de vue philosophique, il faut bien comprendre que la distinction espace privé, espace public, tout ça est aujourd'hui largement remis en cause. Or, quand on dit il faut qu'il y ait des femmes à l'Assemblée nationale, et puis aussi peut-être un jour des Noirs, des Arabes, etc., ceci suppose que les mandats électifs sont des parts de gâteau que l'on cherche à s'approprier par catégorie, par groupe, et finalement on est en plein retour à la féodalité, c'est-à-dire à une sorte d'appropriation privée de la chose publique, c'est-à-dire que je ne suis pas député pour servir, je suis député au fond pour me servir parce que ça me fait plaisir d'avoir un mandat politique. Et c'est cette obscure appropriation du pouvoir qui fait que je crois qu'il y a un chambardement philosophique beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et le système des hommes qui s'accrochent à ces places politiques, ça vous fait pas penser à la féodalité non plus? Ils s'accrochent à leur pouvoir politique, ils ne veulent le céder ni à un autre homme ni à une femme de toute façon. Ça, ce n'est pas spécialement... Non, c'est pas vrai. La dimension est beaucoup plus radicale lorsqu'il s'agit d'une femme. Il n'y a qu'à voir les dernières sénatoriales où on inventait des candidatures pour que ce ne soit pas une femme. Donc les choses sont beaucoup plus... compliquées que vous l'avancez. Mais d'un autre côté, le problème de l'appropriation et des nouveaux critères de représentativité se pose avec cette initiative spectaculaire prise par le ministre français, l'homme politique français, qui a le
pris parti avec beaucoup d'ostentation pour la discrimination positive, et au risque de choquer d'abord son propre camp, notamment son président, c'était Nicolas Sarkozy, qui a parlé de discrimination positive à propos de la nomination d'un préfet musulman. Ce n'est pas une élection, c'est une nomination, mais pour finir, que penser de cette initiative et surtout du discours dont elle a été entourée? Êtes-vous content, avec Islassi, de la publicité que Sarkozy a faite au concept de discrimination positive? Non, je crois qu'il a introduit la confusion dans les esprits, puisqu'il n'a présenté la discrimination positive que comme une affaire ethnique ou religieuse. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est que lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer sur cette nomination de préfet musulman, il a dit: on m'a mal compris, il fallait entendre préfet de culture musulmane, comme si ça changeait quelque chose, alors qu'on passait finalement simplement du religieux à l'ethnique. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec cette discrimination positive ethnique ou religieuse, je milite pour une discrimination positive socio-économique. Anne-Marie Le Poirier, votre commentaire pour finir sur cette initiative? Alors, c'est un scoop, ça aussi, c'est le coup médiatique. Et alors, j'ai constaté que le président de la République avait dit dans un premier temps que c'était pas convenable, et puis que finalement, 3 mois après, il nommait un préfet au faciès, et donc je vois pas en quoi il s'opposait à son ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'était extraordinairement choquant. Bon, c'est extrêmement choquant, c'est un accident, mais ceci étant, il faut quand même bien regarder les choses. On dit qu'on a des obstacles constitutionnels, ils sont levés aujourd'hui. On a levé pour la parité, on a levé pour la Nouvelle-Calédonie, on a levé pour toutes les collectivités d'outre-mer avec le nouvel article 74 de la Constitution, et c'est parti pour la Polynésie. Qui permet de prendre des mesures en faveur de la population locale dans le domaine des emplois, de l'accès aux professions, voire même de l'accès à la propriété. Quelquefois, dans certaines régions sinistrées, prendre des mesures en faveur des populations locales, les régions désindustrialisées du Nord, etc., c'est pas forcément, si vous voulez, une attitude coupable. Non. Ici, le critère est évidemment, on aura bien compris, ethnique, c'est celui qui rejoint la corcisation des emplois. Ah oui, ça c'est autre chose. On sait ce dont on parle. Bien, écoutez, nous terminons cette discussion ici. Enfin, je citerai quand même pour finir l'extrait d'un discours connu de Martin Luther King, son célèbre I Have a Dream. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivent un jour dans une nation et ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Et tout ce qu'il me reste à souhaiter, c'est que la discrimination positive aille dans le sens de la réalisation de ce rêve et non dans un autre sens. Mais enfin, nous verrons. En tout cas, je renvoie à la lecture de votre livre, Éric Islassi, de la discrimination positive, qui est publié aux éditions Bréal.